60 attaques récentes frappent l'est du Burkina Faso, tandis que plus de 70% des routes stratégiques viennent d'être rétablies, créant un paradoxe brutal entre recul et reprise. Dans ce contraste sec, la poussière se lève encore, alors que les villages libérés montrent des signes ténus mais réels de reconstruction, révélant une tension constante entre fragilité quotidienne et basculement possible. Que signifie ce frémissement pour ceux qui reviennent lorsque la silhouette d'Ibrahim Traoré devient un repère au milieu d'un territoire encore fissuré? L'horizon, lui, reste suspendu, comme retenu par un souffle incertain. Dans les zones libérées où poussière, chaleur et silence recomposent encore les gestes, une promesse s'impose, reconstruire pour tenir debout. Cette promesse, brève, exigeante et portée par l'urgence, offre un bénéfice clair: redonner une continuité minimale à la vie quotidienne. Autour des routes rétablies, des puits restaurés et des écoles rouvertes sous des abris provisoires, se joue en réalité un enjeu bien plus vaste, celui de savoir si l'État pourra maintenir sa présence concrète auprès des habitants longtemps ballottés entre peur persistante et espoir fragile. La tension est fine, presque imperceptible, mais constamment ressentie. Comment restaurer un pays meurtri alors que la guerre continue de redéfinir ses frontières visibles et invisibles? Déjà, les villages désertés témoignent de ce paysage fracturé où la survie dépend d'un équilibre instable entre sécurité retrouvée et menaces encore actives. C'est dans cette zone grise faite de retours sporadiques, d'infrastructures réparées et d'incertitudes durables que se joue la véritable portée de la reconstruction annoncée. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du Burkina Faso en quelques mois, mais près de 70% des routes stratégiques ont pourtant été rétablies, révélant un décalage saisissant entre pression extrême et regain mesurable. Ce contraste, longtemps jugé improbable, agit comme une première clé de lecture. Un pays oscillant entre implosion annoncée et reconstruction méthodique s'extrait lentement de sa zone de crise aiguë. Dans les villages encore marqués par les départs massifs, les paysages portent en les cicatrices d'années d'instabilité, marchés vidés, routes abandonnées, terres laissées en friche. Pourtant, au sein de cette fragmentation, certains signaux faibles se multiplient, puis remis en service, écoles rouvertes sous des bâches, premiers regroupements d'habitants revenus, inspecter des champs désertés depuis des mois. Cette reconstitution lente dessine une dynamique sociale où la survie cède progressivement la place à la reprise. Au cœur des camps avancés, les soldats épuisés, les VDP dispersés et les civils revenus composent une mosaïque fragile. La présence régulière d'Ibrahim Traoré parmi eux ajoute une dimension particulière. Non pas un geste symbolique, mais un ancrage visible de l'État dans des zones longtemps considérées comme perdues. Cette continuité vécue sur le terrain renforce une perception nouvelle de l'action publique, moins fondée sur des discours que sur des preuves concrètes. Ce contexte reste pourtant saturé de risques. La pression exercée par les groupes armés a déplacé plus de 2 millions de personnes, modifiant profondément l'équilibre social et territorial. Les familles revenues côtoient encore l'incertitude. La sécurité progresse, mais demeure réversible. Les routes rouvertes n'effacent pas la possibilité d'une résurgence brutale, et les patrouilles mixtes garantissent une stabilité qui dépend d'efforts constants. Pourtant, derrière les chiffres et les récits, une recomposition silencieuse se met en place. Les puits restaurés deviennent des points d'ancrage, les écoles structurent à nouveau le rythme des journées, et les routes rétablies recréent des liens entre localités autrefois isolées. C'est dans cette combinaison d'avancées modestes et d'efforts soutenus que se lie la véritable transition. Un territoire encore vulnérable, mais où la reconstruction cesse d'être un horizon lointain et devient un processus tangible. Dans les zones récemment reprises, 2 scènes discrètes mais structurantes servent de fil conducteur pour comprendre l'impact initial de la reconstruction. La première se déroule dans le camp avancé de Tenko, où le Premier ministre Remlan Emmanuel Vrogo marche parmi les troupes couvertes de poussière. Aucun discours n'est prononcé, aucune mise en scène n'est recherchée. Sa présence silencieuse agit comme un point de repère pour des soldats épuisés
et pour les habitants revenus observer la réparation d'une école brûlée. Ce simple déplacement redonne une direction concrète à ceux qui tentaient jusque-là de tenir une ligne mouvante sans certitude durable. La deuxième scène se joue dans un village libéré où quelques agriculteurs inspectent des champs restés en friche pendant des mois. Avec l'aide des VDP, ils dégagent un puits restauré, remettent en culture les premières parcelles et installent une salle de classe provisoire sous une bâche. Loin des chiffres et des rapports officiels, ces gestes modestes produisent un effet immédiat. Ils réactivent les routines que l'abandon prolongé avait dissoutes, recréant un rythme collectif qui transforme la perception du quotidien. Ces microcases révèlent une idée essentielle. Les premiers signes de stabilisation ne viennent pas seulement des opérations militaires, mais de la manière dont les habitants intègrent les infrastructures remises en service dans leurs gestes de chaque jour. Routes sécurisées, puis fonctionnelles et classes rouvertes deviennent des leviers pratiques qui modifient l'humeur collective, même si l'incertitude demeure. Dans cet entrelac d'efforts, la question centrale reste en suspens. Ce frémissement peut-il tenir dans la durée ? L'est du Burkina Faso bascule soudainement au début de 2025. Les attaques se multiplient, les villages se vident, les routes cèdent sous la pression. En quelques semaines, plus de 60 frappent des localités déjà fragilisées. Les évacuations forcées s'enchaînent, les axes vitaux sont coupés les uns après les autres. Les forces régulières reculent pour éviter l'encerclement. Les VDP se dispersent pour contenir les premières percées. Le risque n'est plus local. Il devient systémique. La zone peut sombrer. L'État doit agir vite. Les positions sont réajustées en urgence. Les unités reculent pour mieux repartir. La pression est totale. L'effondrement est possible. Dans ce climat tendu, Ibrahim Traoré accélère la décision, réorganise les priorités et recentre l'effort sur les axes de survie. Le pays se trouve au seuil. Il faut retenir la ligne. Il faut maintenir un souffle. La stratégie choisie est simple. Elle est risquée, elle vise large. Reprendre les routes stratégiques avant que les groupes armés ne consolident leur position. Avancer segment par segment. Sécuriser mètre après mètre. Créer un filet de progression lent mais constant. Les unités régulières renforcent les patrouilles. Les VDP s'intègrent au mouvement quotidien. Les drones locaux survolent les zones sensibles. Ils repèrent les déplacements ennemis. Ils dévoilent des dizaines de camps hostiles. L'effort s'amplifie, le risque augmente. Chaque progression peut coûter cher, mais un effet cumulatif apparaît. La courbe se déplace. Les routes s'ouvrent, les axes respirent. En quelques mois, environ 70% des routes stratégiques basculent sous contrôle étatique. Le cycle d'isolement se brise. Les villages sentent la différence. Les patrouilles mixtes établissent un rythme régulier. La mobilité revient. La logistique circule. La surveillance se coordonne. Les groupes armés perdent de la souplesse. Ils perdent de la surprise. Ils perdent de la cohérence. Les rapports onusiens signalent une baisse d'environ 35% des attaques au dernier trimestre. Le souffle change. L'équilibre bouge. Une fenêtre fragile s'ouvre. Les premiers effets touchent la vie quotidienne. Les puits restaurés donnent accès à l'eau dans des villages désertés depuis des mois. Les familles reviennent par groupes dispersés. Les classes improvisées accueillant des enfants revenus sans repère. Les marchés reprennent timidement. Quelques étals réapparaissent près des axes sécurisés. Les VDP deviennent des pivots, défense le jour, réparation le soir. Les militaires maintiennent la pression aux frontières. La menace existe toujours, elle change seulement de rythme. Les habitants le sentent, ce n'est pas encore la paix, c'est un mouvement vers la vie. Ce glissement est tangible, ce glissement est mesurable. Il ne signe pas une victoire, il crée une marge qui n'existait plus. Une marge où l'État redevient visible, une marge où les gestes sociaux se réactivent, une marge où la reconstruction cesse d'être théorique. Dans cette marge fragile, la présence répétée d'Ibrahim Traoré agit comme un point d'ancrage psychologique. Sa silhouette, parmi les troupes et les civils, rappelle que l'effort demandé est partagé, que le risque n'est pas délégué, que la reconstruction dépend d'un lien continu entre sécurité, cohésion et infrastructure rétablie. L'événement n'est pas clos, il se transforme, il avance par couches successives, il entraîne le pays dans une dynamique où chaque avancée appelle une question essentielle.
Ce mouvement tiendra-t-il face à la pression instable qui demeure? À l'origine, la situation semblait figée. Routes coupées, villages isolés, attaques répétées, population déplacée. Puis un glissement mesurable est apparu, révélant un écart concret entre ce qui semblait irrémédiablement perdu et ce qui redevient progressivement praticable. Ce changement ne repose pas sur une annonce, mais sur 3 indicateurs précis qui, mis côte à côte, éclairent la transformation silencieuse observée sur le terrain. Premier indicateur, 70% des routes stratégiques rétablies. Ce pourcentage traduit un basculement opérationnel majeur, car il transforme des tronçons morcelés en corridors fonctionnels permettant une circulation plus régulière. Cette donnée est décisive car elle recrée une continuité physique indispensable à toute intervention civile. En pratique, cela signifie que les patrouilles mixtes peuvent enquête relier les localités reprises, que les équipes techniques accèdent plus vite au village et que les habitants reviennent sans dépendre de chemins secondaires dangereux. L'effet géographique est profond. La distance entre zones libérées se réduit et les communautés autrefois isolées retrouvent une respiration logistique longtemps rompue. Deuxième indicateur, baisse d'environ 35% des attaques. Cette diminution reflète un infléchissement du rapport de force résultant de la reconquête territoriale et de la pression opérationnelle continue. Elle compte parce qu'elle brise le rythme régulier des offensives autrefois prévisibles. Lorsque les attaques perdent simultanément coordination, surprise et mobilité, les villages cessent d'endurer une crainte permanente. Le quotidien change, les retours deviennent envisageables, l'agriculture reprend par intermittence et les marchés amorcent un redémarrage prudent autour des axes sécurisés. Même si la menace persiste, cette rupture de cadence ouvre un espace social tangible. Troisième indicateur, plus de 300 puits restaurés et 40 écoles rouvertes. Ces 2 chiffres, combinés, matérialisent la reconstruction la plus visible et la plus immédiatement ressentie par les habitants. Chaque puits consolidé garantit une routine minimale permettant le retour de familles dispersées. Les écoles rouvertes, parfois sous des abris improvisés, redonnent structure, rythme et repères à des enfants qui avaient perdu tout cadre éducatif stable. En s'additionnant, ces infrastructures agissent comme un socle élémentaire reliant eau, éducation et continuité sociale. Elles deviennent les premières preuves vérifiables d'un État qui revient non pas par des déclarations, mais par des services concrets. Lorsque ces 3 indicateurs sont placés en série, route rétablie, attaque réduite, services essentiels remis en marche, une logique interne apparaît. La stabilisation naît de l'accumulation lente mais cohérente d'avancées modestes. Les effets se répondent, les routes facilitent le déploiement civil, la baisse des attaques réduit la pression psychologique, les puits et les écoles réactivent les habitudes, et l'ensemble génère un cercle de reconstruction progressive. Cette articulation ne valide ni une stratégie exclusivement militaire, ni une approche purement civile. Elle montre plutôt que la stabilité naît d'une combinaison contrôlée des 2 dimensions. Ainsi, la dynamique observée n'est pas une exception passagère, mais un déplacement mesurable des marges d'action, suffisamment solide pour être constaté dans la vie quotidienne, mais assez fragile pour nécessiter vigilance, coordination et constance dans les zones reprises. 2 lectures opposées structurent aujourd'hui le débat autour de la trajectoire sécuritaire et sociale du Burkina Faso. Elles ne s'annulent pas, elles se complètent, chacune éclairant une partie du paysage mouvant dans lequel évoluent les zones libérées. Pour comprendre cette tension, il faut les présenter dans leur forme la plus solide, sans caricature et sans présupposés, avant d'examiner ce que montrent réellement les données disponibles. Selon la première position, la militarisation accrue de la société constitue une nécessité stratégique. Les défenseurs de cette approche estiment que la reconquête territoriale et la sécurisation durable des axes exigent une mobilisation plus large que celle des forces régulières. Ils voient dans l'extension du rôle des VDP une continuité logique. Ces volontaires, ancrés dans leur communauté, offrent une réactivité impossible pour une armée au déplacement lent. Leur présence dans les patrouilles mixtes, la surveillance quotidienne ou la protection des villages libérés permettrait, selon cette analyse, de consolider les gains et de prévenir toute résurgence rapide des groupes armés. Pour eux,
Un pays engagé dans un conflit prolongé doit accepter une organisation plus martiale pour survivre. La deuxième position adopte une prudence inverse. Ses partisans craignent qu'une militarisation diffuse n'érode encore davantage des institutions civiles déjà fragilisées. Ils redoutent que l'intégration étendue de civils dans les missions de sécurité ne crée une dépendance structurelle à la violence ou ne brouille durablement les frontières entre gouvernance et défense. Selon cette perspective, la multiplication d'outils militaires, drones inclus, peut enfermer le pays dans une logique de conflit asymétrique permanent au détriment des priorités civiles. Éducation, santé, réconciliation communautaire. Pour eux, la reconstruction doit d'abord reposer sur un socle civil solide, sous peine d'alimenter des tensions internes. La réponse issue des faits disponibles nuance fortement cette opposition. Les données montrent que la baisse d'environ 35% des attaques, la réouverture de 40 écoles et la restauration de plus de 300 puits se sont produites précisément dans les zones où forces régulières, VDP et équipes civiles ont opéré ensemble. Cette articulation suggère qu'aucun modèle purement militaire ou strictement civil n'explique la stabilisation naissante. La dynamique actuelle est hybride. La sécurité rend possible la reconstruction et la reconstruction renforce la sécurité. Le terrain reprend l'initiative. Cette bascule silencieuse apparaît d'abord dans les villages libérés où les premiers retours structurés modifient la perception même de la sécurité. Les puits restaurés deviennent des points fixes. Les classes rouvertes réorganisent les journées. Les axes sécurisés changent la manière dont les habitants évaluent le risque. Ce n'est plus seulement l'armée qui façonne le rythme. Ce sont les gestes ordinaires qui redonnent une cohérence au quotidien. Dans cette dynamique, la présence régulière d'Ibrahim Traoré agit comme un signal politique fort, révélant une volonté de partager les risques et de rendre l'État visible dans les zones longtemps abandonnées. Les agriculteurs revenus remettent en culture des parcelles laissées en friche. Les marchés s'installent timidement, d'abord sous forme d'étals dispersés, puis en structures plus régulières à proximité des routes rétablies. Chaque déplacement devient un indicateur. L'espace redevient praticable, même fragilement. Cette inflexion marque un midpoint stratégique. La reconstruction avance plus vite que la menace ne parvient à se recomposer. Les communautés se réorganisent. Les services publics reprennent souffle. Les zones libérées cessent d'être seulement des points militaires. Elles deviennent des espaces où la vie recommence à produire son propre rythme. Les transformations observées dans les zones libérées s'expriment différemment selon les acteurs concernés. La stabilisation partielle, portée à la fois par la baisse d'environ 35% des attaques, la restauration de plus de 300 puits et la réouverture de 40 écoles, modifie non seulement les conditions matérielles, mais aussi les représentations sociales du quotidien. Dans cette mosaïque recomposée, 4 groupes, habitants locaux, institutions étatiques, personnes déplacées internes et environnements régionaux perçoivent chacun une forme distincte de basculement. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans les zones sensibles ajoute une dimension transversale. Elle renforce la cohésion psychologique qui soutient ces évolutions. Pour les familles revenues dans les villages repris, les changements sont immédiats. Les puits restaurés permettent un retour à une routine minimale, réduisant les trajets dangereux qui rythmaient autrefois la survie quotidienne. La réouverture des écoles, même sous des abris provisoires, redonne structure, repères et prévisibilité à des communautés restées longtemps dans l'incertitude. Les marchés recommencent à s'installer en bordure des axes sécurisés, créant un mouvement économique encore fragile mais perceptible. Dans ce contexte, la présence visible d'Ibrahim Traoré est interprétée comme un signe de continuité. L'État ne disparaît plus après les opérations militaires. Les axes rétablis permettent de réactiver des circuits logistiques essentiels qui avaient été interrompus pendant des mois. Les marchandises circulent de nouveau, même si les volumes restent faibles, réduisant les coûts liés au contournement des routes secondaires dangereuses. La reprise agricole, limitée mais réelle, offre un début de stabilisation aux petits producteurs revenus dans leurs champs remis en culture. Cette dynamique reste fragile, mais elle crée un socle économique sur lequel les activités vivrières peuvent s'appuyer. Pour les plus de 2 millions de personnes déplacées par la pression des groupes armés, la stabilisation partielle de certains axes ouvre des perspectives longtemps impensables,
envisager un retour, même fragmenté. Les infrastructures restaurées, eau, éducation, circulation, deviennent des critères concrets pour décider de revenir ou non. Dans plusieurs localités, les familles testent des retours progressifs, quelques jours par semaine, puis des séjours plus longs lorsque la sécurité reste stable. La coordination entre forces régulières, VDP et équipes civiles offre un minimum de prévisibilité, élément central pour reconstruire des repères après des mois d'errance. La baisse d'environ 35% des attaques contribue à ralentir les flux d'insécurité circulant vers les pays voisins. Dans certains couloirs transfrontaliers, les mouvements d'armes et de groupes armés deviennent plus fragmentés, perdant coordination et mobilité. Les drones locaux, désormais outils de surveillance souveraine, réduisent la dépendance aux dispositifs extérieurs et inspirent des discussions dans plusieurs capitales du Sahel. Cette stabilisation relative renforce l'idée que la cohésion interne du Burkina Faso peut reconfigurer, même partiellement, l'équilibre sécuritaire régional. Ainsi, la dynamique actuelle produit des effets superposés, matériels, sociaux, psychologiques et régionaux. Elle révèle une stabilisation fragile mais réelle, dans laquelle les villages récupèrent une initiative longtemps perdue et où l'État, incarné entre autres par la présence régulière d'Ibrahim Traoré, redevient un acteur visible au quotidien. Les évolutions observées sur le terrain ouvrent 3 trajectoires possibles pour les mois à venir. Aucune n'est certaine, mais chacune s'appuie sur les dynamiques déjà visibles. Route rétablie, baisse d'environ 35% des attaques, services essentiels remis en service et retour progressif dans les villages libérés. En posant ces scénarios, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de cadrer les marges réalistes dans lesquelles la situation peut se déplacer. Dans ce cas, la dynamique actuelle se maintient malgré une pression sécuritaire intermittente. Les forces régulières et les VDP continuent de sécuriser des portions significatives du territoire, permettant la consolidation des axes déjà rétablis à près de 70%. Les attaques persistent dans certaines zones, mais leur capacité de désorganisation diminue, limitant leur impact sur les retours de population. Les équipes civiles renforcent les infrastructures essentielles et les villages stabilisés deviennent des points d'appui pour une reconstruction graduelle. Ce scénario suppose une vigilance constante, mais il reste le plus cohérent avec les tendances actuelles. Une poursuite de la baisse des attaques amplifierait les effets positifs déjà observés. Les retours de population augmenteraient, accélérant la réactivation des réseaux sociaux, agricoles et marchands. Les puits restaurés et les 40 écoles rouvertes joueraient alors un rôle structurant, offrant un cadre quotidien plus prévisible et renforçant la cohésion locale. L'usage accru des drones locaux améliorerait la surveillance dans les zones rurales sensibles, tandis que des partenariats régionaux se resserreraient autour du contrôle des frontières. Dans cette configuration, la reconstruction dépasserait le stade expérimental pour devenir un mouvement étendu. Une réorganisation rapide des groupes armés pourrait compromettre les acquis récents. La reprise d'axes clés fragmenterait les continuités territoriales obtenues à travers les 70% de routes rétablies. Les attaques deviendraient plus fréquentes dans les zones frontalières, entraînant de nouveaux déplacements internes. Les interventions civiles seraient entravées, gelant l'avancée des puits restaurés, des écoles rouvertes et des retours familiaux. Dans ce scénario, la trajectoire actuelle serait suspendue, ouvrant une nouvelle phase d'incertitude prolongée. Une recommandation de méthode. Face à ces 3 trajectoires, la démarche la plus solide consiste à ancrer la stabilité dans des actions mesurables et continues, plutôt que dans des anticipations optimistes ou pessimistes. Observer les axes, vérifier la régularité des services publics, suivre les retours de population. Ces indicateurs serviront de boussole dans un environnement encore instable. Pour ceux qui vivent directement dans les zones où la guerre a redéfini chaque geste du quotidien, les évolutions récentes ouvrent un espace respirable. Les puits restaurés, les routes rouvertes et les écoles réactivées ne représentent pas de simples infrastructures. Ils forment une structure minimale permettant de retrouver un rythme, de planifier une journée et de réapprendre à habiter un lieu fragilisé. Ces repères modestes influencent la manière d'affronter l'incertitude et redonnent un sentiment d'ancrage après des mois de rupture. Pour ceux qui observent l'appareil institutionnel, les mêmes signaux prennent une tournure plus large. Ils renvoient à des questions de légitimité,
de souveraineté et de cohérence. La présence régulière des autorités sur le terrain, dont Ibrahim Traoré, se lit comme l'expression d'un État qui n'agit plus seulement depuis la capitale, mais qui assume d'accompagner les habitants dans les zones libérées. La baisse d'environ 35% des attaques, associée à la restauration des services essentiels, suggère une gouvernance qui tente de synchroniser sécurité et action civile. Pour ceux qui suivent la situation de l'extérieur ou depuis la diaspora, la recomposition actuelle nuance l'image d'un pays souvent réduit aux tensions régionales. Les chiffres liés aux routes rétablies, aux puits fonctionnels et aux écoles rouvertes témoignent d'un effort interne qui dépasse les lectures simplistes. La vie locale revient lentement, révélant un État qui reconstruit avec ses propres ressources malgré un environnement instable. Cette dynamique invite à une attention renouvelée. Comprendre ce qui se restaure plutôt que se focaliser uniquement sur ce qui s'effondre. Dans ces trois regards, habitants, institutions, observateurs extérieurs, un point commun se dégage. La reconstruction façonne progressivement une manière différente d'envisager l'avenir. La consolidation des zones libérées dépend d'une séquence d'actions coordonnées plutôt que d'un ensemble de déclarations générales. Cette approche, portée publiquement par Ibrahim Traoré lors de ses déplacements réguliers, s'appuie sur 4 étapes précises qui donnent à la stabilisation un cadre mesurable et reproductible. Ces étapes ne promettent pas une solution immédiate, mais elles définissent un rythme de travail permettant de transformer une dynamique fragile en trajectoire durable. Étape 1. Stabiliser les axes vitaux, armée plus VDP. Les forces régulières et les VDP doivent maintenir une surveillance constante sur les routes principales déjà rétablies. La régularité des patrouilles, la continuité de la circulation et la diminution des incidents constituent les indicateurs clés pour suivre les progrès. Cette étape vise à empêcher tout retour rapide des groupes armés sur les couloirs essentiels. Étape 2. Réactiver les infrastructures de base, ministères sectoriels. Le ministère de l'eau et celui de l'éducation doivent poursuivre la remise en service des puits et la réouverture des écoles dans les villages repris. Les mesures de réussite incluent le nombre de points d'eau fonctionnels et la stabilité des classes. Ces services rétablissent un quotidien prévisible dans des communautés fragmentées. Étape 3. Renforcer la cohésion communautaire, collectivités locales. Les collectivités jouent un rôle central dans la réduction des tensions issues des déplacements massifs. Elles doivent organiser des rencontres régulières permettant d'apaiser les frictions et de relancer les activités agricoles ou marchandes. La participation des habitants et la reprise économique sont les principaux critères d'évaluation. Étape 4. Assurer une coordination civilo-militaire continue. Présidence, plat gouvernorat. La présidence et les gouvernorats doivent harmoniser les interventions civiles avec les opérations sécuritaires. Cette synchronisation garantit que chaque zone stabilisée avance vers une reconstruction cohérente. La constance du dialogue opérationnel sert d'indicateur de suivi. Ces 4 étapes posent une interrogation essentielle. La coordination tiendra-t-elle dans la durée ? Dans les villages libérés, certaines images reviennent comme des fils persistants. Le camp de Tenko, où les soldats avançaient en silence, l'école brûlée en cours de réparation, et les agriculteurs qui dégagent un puits restauré avant de retourner la terre asséchée. Ces scènes, d'abord fragiles, sont devenues des repères pour mesurer la profondeur d'un mouvement qui dépasse les seules opérations militaires. Elles rappellent que la reconstruction commence souvent par des gestes discrets, répétés jusqu'à devenir des habitudes. Dans ce tissu recomposé, la présence régulière d'Ibrahim Traoré agit comme une continuité. Marcher parmi les troupes, s'arrêter près d'une classe improvisée, écouter des habitants revenus, tester une nouvelle routine. Rien de spectaculaire, mais une logique de partage du risque qui s'enracine dans la mémoire locale. Cette manière d'être là, sans emphase, relie les microcases du début aux transformations visibles d'aujourd'hui. Chaque puits remis en service, chaque champ repris, chaque enfant retrouvant une structure scolaire forme ainsi un motif commun, celui d'un pays qui tente de reprendre possession de lui-même. Et derrière ces gestes, une vérité simple demeure, ferme et tenace. La stabilité ne se décrète pas, elle se construit ensemble. Dans les zones libérées où les gestes ordinaires reprennent lentement, la reconstruction ne se limite plus aux infrastructures rétablies.
Elle dépend aussi du regard porté sur ce qui se transforme silencieusement. Les routes rouvertes, les puits remis en service et les écoles réactivées esquissent un mouvement encore fragile, mais assez net pour inviter chacun à suivre de près ce qui continue d'évoluer sur le terrain. Cette attention collective, même à distance, soutient les efforts de ceux qui rebâtissent chaque jour dans des conditions incertaines. Comprendre ces dynamiques, c'est reconnaître que la stabilité se façonne par couches successives, parfois visibles, parfois presque imperceptibles. Les gestes locaux, les retours sporadiques et les services publics réanimés composent d'un ensemble cohérent qui mérite d'être observé, discuté et transmis. Si vous souhaitez approfondir cette trajectoire, explorer d'autres angles ou suivre l'évolution des zones reprises, votre regard contribuera à éclairer ce qui se construit pas à pas.